Cette semaine, au Balado, on parle de l'enjeu des tarifs américains et de leur impact pour le Canada avec l'économiste Denis Julien. Et je m'entretiens avec le professeur de littérature à New York et auteur de La même patrie, Maxime Blanchard. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis et je suis pour cette première partie du balado en compagnie de l'économiste Denis Julien. Denis, bonjour. Bonjour. Denis Julien, vous êtes économiste de formation et de carrière et vous exercez actuellement dans les services financiers. Nous allons être réunis une fois par mois environ pour discuter de sujets qui vous touchent, mais ce qui vous touche particulièrement, c'est la liberté économique. Alors, pouvez-vous nous parler un peu d'abord, simplement vous présenter brièvement et d'où vient un peu cet engagement et comment s'est déployé cet engagement pour la liberté économique là, au fil des années? Denis Julien. Oui, dans les services financiers depuis 33 ans. Avant ça, j'avais enseigné un peu en économie, pas longtemps quand même. J'ai fait les deux en même temps, se chevauchant, mais pas très longtemps, une couple d'années. J'avais étudié, essentiellement, j'avais fait un bac en sciences politiques avant ça, avec tous mes autres cours en économie à Laval, mais ensuite, j'ai fait le qualifying program à McGill et la scolarité de maîtrise, ça s'est fait à l'UQAM. Et pour ce qui est de l'intérêt pour la liberté économique, bien, ça va de soi avec ce type de formation-là. Puis ça va de soi avec l'État du Québec qui est profondément ankylosé par ses propres règles et son empiètement gouvernemental. Donc, quand même, en même temps que j'étais au travail, moi et Joanne Marcotte, ma conjointe, on a aidé l'ADQ à ses débuts. Joanne a fait le film L'illusion tranquille. Elle faisait partie d'un autre groupe dont je me souviens pas. Mais ça fait longtemps qu'on est dans le paysage pour ça. Il y a le réseau Liberté Québec aussi, je crois. Ça, le réseau Liberté Québec, où elle était en équipe avec Yann Sénéchal. Donc, un petit groupe qui se connaît quand même pas mal depuis longtemps. Et pour se rendre compte que 20 ans plus tard, il n'y a à peu près rien qui a changé, sauf que le constat comme quoi le système est grippé est partagé par de plus en plus de personnes. Ne serait-ce que parce que l'expérience quotidienne du système de santé te donne l'impression vraiment que ça tourne pas rond. Ouais, c'est drôle parce que justement, j'étais à New York il y a quelques jours et je faisais des entrevues pour plusieurs reportages, dont un sur la pauvreté et la question du logement à New York. Et j'ai interviewé comme ça vraiment une SDF, on dirait en France, là, une sans domicile fixe. Disons, l'occasion de la rencontre s'est faite lorsqu'elle était sur un banc de parc et à côté d'elle, il y avait quelqu'un qui prenait des notes. Et cette personne-là, je lui ai demandé, êtes-vous journaliste, vous aussi? Et elle m'a dit, non, je suis médecin. Et donc, j'ai dit, ah oui, donc qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle dit, ben, comme ça, je fais ma tournée, je suis de l'hôpital pas trop loin, de la clinique pas trop loin, et ça fait partie de de notre engagement de faire un service aux sans-abri qui sont là dans le parc, là, dans le coin de Soho, là. Et donc, et moi, de lui répondre, ah, vous savez, moi, je suis Canadien, donc j'en ai même pas de médecin de famille. Donc, j'ai dit à la sans-abri, vous êtes mieux servi que moi. Donc, juste une petite anecdote comme ça pour dire. Et là, tout le monde est parti à rire. Et donc, cette petite anecdote pour montrer que oui, c'est clair qu'au Québec, il vaut mieux, disons, miser sur la prévention en ayant une bonne santé pour ne pas tomber malade parce que, justement, on est de plus en plus à risque, malheureusement, avec la dégradation du système de santé québécois qui se voit de jour en jour. Mais Denis Julien, vous êtes aussi, comme vous l'avez dit, bien impliqué dans cette démarche de faire la promotion de la liberté économique. Qu'est-ce qui vous motive là, personnellement? Vous voyez, oui, la dégradation du système et tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif au sens où qu'est-ce que pourrait apporter au Québec, selon vous, là, peut-être au niveau philosophique, là, une plus grande liberté au niveau entrepreneurial? Là? Quel bien là, vous voyez pour lequel vous militez? Là? Ah ben, en fait, je suis moins impliqué que je ne l'étais auparavant. Je suis plus un spectateur qui lève le ton une fois de temps en temps.
Euh, mais en fait, la liberté économique, tant qu'on ne l'aura pas, on n'aura pas simplement atteint notre plein potentiel et c'est tout. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Le pire ennemi qu'on a, c'est pas quelqu'un outre frontière, le régime d'un certain président pendant 4 ans. C'est pas ça notre pire ennemi. C'est l'état d'affaiblissement qu'on s'est imposé à soi-même par une intervention économique tellement importante qu'elle fait fuir les entrepreneurs, qu'elle réduit les investissements, la productivité, qu'elle réduit le travail, qu'elle réduit l'incitation simplement à étudier. Parce que si tu étudies, tu vas avoir un revenu plus élevé. Si c'est déjà taxé à outrance, ce qui va te rester net, ton revenu disponible est moins important. On est des agents économiques rationnels. On pense tous avoir à maximiser notre rendement, peu importe lequel, et un gouvernement qui ne fait que le diminuer, ce rendement-là, puis nous faire une quasi-confiscation de nos propres gains, ben, je trouve que c'est appauvrissant pour tout le monde, sauf ceux qui en profitent directement. Quand il y a 70 000 fonctionnaires de plus qui sont engagés, eux se disent « le système est merveilleux pour moi ». Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a un individualisme, disons, peut-être même égoïste, sous-jacent à l'appareil d'État, malgré ses apparats de vertu et de solidarité. Souvent, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Vous avez mentionné, Denis Julien, justement, ces tarifs-là, cette question des tarifs qui vont éventuellement nous être envoyés en pleine face, comme on dit, et notre état d'affaiblissement que vous venez de mentionner, vraiment nous rend très vulnérables. Et dans les milieux financiers, bon, qui est votre milieu le principal actuellement, il y a un document qui circule intitulé A User's Guide to Restructuring the Global Trading System. Donc, en français, on pourrait dire un guide de l'utilisateur dans un système d'échange économique global qui est en restructuration. et donc, ce document de 41 pages, et justement, a vraiment attiré l'attention, même dans le plus large public, là, puisqu'il a été écrit par un certain Stephen Mirren, qui a, disons, une influence à la Maison-Blanche, cette Maison-Blanche maintenant détenue par le clan ou Donald Trump lui-même. Alors, parlez-nous un peu de ce document. Qu'est-ce qu'on y retrouve et en quoi peut-il nous éclairer dans les négociations à venir? C'est un document qui est très intéressant parce que l'homme a vraiment influencé ce qui est la pensée économique de Donald Trump. Euh, et ça vaut la peine de lire ça dans la mesure où les premières réactions qu'on avait par rapport à cette élection-là, c'est quelque chose où on n'essaie pas de comprendre les vraies raisons sous-jacentes. Pour nous, il n'y a pas de raison. Tout ce qu'on se disait il y a encore pas longtemps, là, ça commence à changer un peu, mais il n'y a pas longtemps, c'était la moitié des Américains sont fous parce qu'ils ont voté Trump et Trump est fou lui-même et erratique. Et donc, Donc, nous sommes des victimes sacrificielles absolument innocentes. Et voilà. oui, puis il n'y a rien à négocier. On n'a même pas à essayer de connaître le bout qui pourrait être un vrai motif dans ces agissements. Tandis que en sciences sociales, si on regarde l'ancienne sociologie qui se faisait ou l'actuelle économie ou l'économie de tout temps, il y a quelque chose sur lequel il y a un axiome sur lequel on pose nos jugements, c'est l'individualisme méthodologique. Au lieu de dire qu'un grand nombre de personnes se trompent parce qu'elles sont dérangées, on se dit quelles sont leurs raisons d'agir comme elles le font. Elles doivent en avoir de leur point de vue et dans leur situation. Si tu étudies la situation sous cet angle-là, le papier de Mirren est très instructif. Il devrait nous donner des moyens intellectuels de mieux négocier nos propres positions. Alors, dans les motifs qui sont sérieux et pas juste pour Trump, qu'il l'était pour des présidents précédemment, c'est qu'entre autres, il se dit notre base manufacturière est très affectée depuis longtemps par le fait que notre dollar américain ne réussit pas à baisser même quand on subit certaines difficultés économiques. Et ils se disent, normalement, dans un pays comme le Canada, si vous aviez des difficultés à exporter, la demande pour votre monnaie pour ensuite acheter vos produits, ben cette monnaie-là baisserait, ce qui finirait par ramener les exportateurs canadiens en zone compétitive. Il dit, les États-Unis
pour ce pays-là, c'est interdit parce que le dollar américain est un dollar fort, est un dollar refuge. Alors, partout dans le monde, on procure un bien public qui est la stabilité financière. S'il y a des événements marquants qui se passent en Europe, par exemple Russie attaquant la Crimée ou attaquant l'Ukraine, on va se protéger, même les Européens vont se protéger en laissant aller peut-être de l'euro pour aller chercher du dollar américain et des titres américains. Ce qui maintient notre dollar fort, mais et comme tout bien public, ce que dit Mirren, c'est que vous profitez de quelque chose qui est procuré par les Américains à leur propre détriment parce que ça n'aide pas la base manufacturière, mais nous, on vous donne une stabilité mondiale financière. Alors, des tarifs ou des frais d'1 ou 2 sur certaines choses pourraient faire en sorte que vous allez enfin payer pour un service qu'on vous rend. En même temps, on pourrait objecter tout de suite, là, avant de continuer, Denis Julien, on pourrait objecter que, bon, le pétrole se transige en dollars américains, donc le pétrole est une ressource universelle, mais se transiger en dollars américains, c'est un contrepoids ou disons, on accepte de transiger en dollars américains parce que, bon, mais en échange, vous nous donnez la possibilité d'utiliser votre monnaie comme monnaie refuge. On pourrait aussi, bon, il y a différentes, vous bénéficiez d'une certaine façon d'un dollar fort et ça vous permet de bon. Donc C'est un très bon effet. ouais, c'est ça, dans un contre-argumentaire d'un Ah oui, éventuel oui, négociateur, on pourrait faire valoir aussi les bénéfices que disons, le prix à payer pour utiliser le dollar américain comme dollar refuge, c'est quand même, disons, on paye le prix quand même. Donc, la taxe est déjà payée d'une certaine façon en acceptant l'hégémonie américaine dans le domaine du pétrole. c'est une partie des réponses qui seraient données par l'ensemble des autres économistes parce que ce qu'il exprime, il exprime une préoccupation qui est légitime, mais justement, quelqu'un pourrait dire, mais là, vous me parlez juste du mauvais côté d'un dollar fort. Vous ne nous parlez pas de la grande capacité des Américains à financer un déficit annuel et une dette extraordinaire, justement parce que c'est une monnaie forte. Si ce n'était pas le cas, vous auriez de la difficulté à financer vos déficits autant et peut-être que vous auriez atteint une limite qui n'est pas encore atteinte à cause de ce statut-là. Il y a toutes sortes de choses que les économistes leur diraient, entre autres la base Le système banquier aussi, c'est-à-dire le système banquier, on peut penser à les lois américaines sur le système banquier s'appliquent à l'extérieur des limites des États-Unis. Par exemple, BNP Paribas, qui a subi des grands tarifs ou des grandes infractions parce qu'ils ont fait affaire en dessous de la table avec les Iraniens il y a quelques années. Et donc, c'est-à-dire que même une banque parisienne ou française qui exerce en Iran à l'extérieur, donc vraiment indépendamment du sol américain, doit obéir au système législatif américain et à leurs conditions. Donc, on peut penser aussi que ça, un certain contrôle du système bancaire par les grandes instances américaines, c'est aussi un prix à payer pour pouvoir utiliser le dollar américain. Donc, voilà un argument de plus du côté de ceux qui auraient à négocier contre les Américains qui pourraient faire valoir, n'est-ce pas? Ah, quelqu'un qui s'attaque à cette logique-là, qui est quand même très étroite, même légitime, les motifs sont légion. C'est pour ça que l'ensemble des économistes ne s'entendront pas avec le moyen qui dessert assez mal la fin qu'ils voudraient atteindre. De toute façon, la base manufacturière occidentale, peu importe où elle se trouve, c'est pas une question semblable qui l'a affectée, c'est tout simplement les innovations. Tu remplaces par des machines et des robots, des gens qui, à un certain prix, étaient plus compétitifs. La recherche donne ça. Fait que, mais ce qui est important de savoir, c'est comment raisonne l'adversaire. C'est pas, c'est- je me soucie moins de savoir s'il a raison parce que je suis pas mal certain qu'il n'a pas raison, mais il faut partir de ce qu'il croit profondément pour savoir comment on va négocier. Euh, et là, on n'est pas assez préparé simplement parce qu'on n'a pas on n'a pas les nerfs pour ça, ça a l'air. Puis Mais j'ai une question pour vous, Denis Julien, justement, par rapport à cette capacité d'argumentation basée sur les intérêts et non pas les bons sentiments. Encore aujourd'hui, j'écoutais à la radio montréalaise, on parlait des tarifs douaniers et tout ça. Que pensez-vous de cette manière d'argumenter qui se met à la place des Américains, au sens où on dirait que la moitié ou même trois quarts de l'argumentation, par exemple des analystes ou de ceux qu'on invite sur les plateaux pour en discuter,
mettre l'accent sur ah, ça ne fait pas l'affaire des Américains ou ça va être contre-productif pour les Américains eux-mêmes. Et nous allons baser notre future négociation, nos prochaines missions à Washington, nous allons leur faire valoir à quel point vos tarifs que vous nous imposez sont contre-productifs pour votre économie. Il me semble que moi, si je me mets dans la peau des Américains ou d'un éventuel négociateur américain et je me fais dire par l'autre que je ne sers pas mes propres intérêts en disant ça, c'est comme mêle-toi tes affaires, mon homme. Je veux dire, moi, je connais mon système, ma politique interne, je connais mon économie à l'interne. Qui es-tu, toi, un petit négociateur canadien, pour me dire comment bien gérer ma propre population? Donc, il y a une espèce de morale derrière, moralisme derrière, qui fait en sorte qui peut même insulter. Moi, si j'étais un Américain, puis je me faisais dire par mon adversaire économique, ou disons celui avec qui je veux négocier, que ma proposition d'imposer des tarifs de 25 fait en sorte que je vais moi-même nuire à mon propre camp. Je veux dire, tu penses que je ne l'ai pas vu, là? Je veux dire, tu te prends pour qui pour me faire la leçon comme ça? Donc, pour moi, ça partirait mal, disons, mais les négociations. Comment voyez-vous un peu cette manière de penser ou de négocier ou d'analyser la situation qui se met à la place des Américains et dit, bah, ce sera pas une bonne solution pour vous, là, de faire pour vous-même, pour vos propres intentions, ce ne sera pas une bonne solution que de nous imposer des tarifs. Comment voyez-vous un peu cette manière de raisonner? Ben, objectivement, je pense que c'est la bonne. Objectivement, les faits et les probabilités jouent pour celui qui va dire nos économies sont tellement intégrées que mettre des tarifs sur des choses que vous allez acheter par la suite, ça ne peut que nous nuire conjointement. Et c'est ce que fait Daniel Smith. Daniel Smith, et je dirais que c'est plus le ton qui doit être approprié dans la négociation. Mais objectivement, il n'y a rien de faux dans le dire que nos économies sont intégrées. Quand un produit est final, il a peut-être fait 2, 3 l'aller-retour de la frontière. Donc, il y a un grand risque qu'une autre part du programme du président, c'est de garder l'évolution du niveau des prix assez faible. Il ne veut pas qu'il y ait de hausse marquée, pas d'inflation surtout, des hausses marquées répétitives sur quelques années. Bon, mais ça, c'est un très bon argument. C'est juste que je pense qu'en premier, quand ces gens-là vous disent j'ai un problème, je voudrais le régler, je pense que les tarifs, c'est une bonne manière de régler. C'est minimalement une manière de déstabiliser l'adversaire et de commencer avec un État chez l'autre ça serait dramatique si la première salve, c'était une augmentation de 25 des tarifs. Alors, l'Américain, lui, de son point de vue, il dit j'ai rien à perdre que de jouer fort et même d'exagérer et de mentir. Donald Trump, quand il dit qu'on a 200 milliards de déficit, les États-Unis avec nous, de déficit commercial, c'est absolument faux. Ça tourne aux alentours du 40 milliards. Et le 40 milliards, il est dû seulement au déficit des exportations qu'on fait en énergie et en pétrole et en gaz. Tout le reste, tous les autres secteurs, les Américains sont en surplus commercial parce qu'ils sont plus innovateurs que nous, ils ont de meilleures technologies que nous, ils ont une force de production qui est plus importante. C'est juste normal également. Donc, il y a un très bon point pour le Canada de soulever que si, par exemple, la principale victime de tarifs, très probablement, ce qui va arriver, c'est écrit dans le ciel, c'est la Chine. Bien, le Canada va probablement orienter ses négociations intelligemment avec des gens comme Jean Charest, entre autres, ou encore avec Daniel Smith, pour faire valoir qu'on a tous intérêt à se protéger de la Chine, pas seulement les États-Unis. Vos intérêts stratégiques, parce que ça, c'est l'autre point que défend Mirren. Il dit il y a un autre bien public qui est procuré à bien du monde à travers la planète, mais entre autres au Canada. C'est la protection militaire, c'est le parapluie militaire qu'on vous procure et pour lequel vous ne payez pas. Et là, ils ont raison. Ça fait des années que différents présidents, Obama entre autres, soulignaient on vous protège, vous vous étiez engagé à augmenter les dépenses militaires à une certaine hauteur du PIB, du 2 et plus, et vous ne le faites pas. Nous, on ne négociera pas de la même manière et on ne se rendra pas compte dans 4 ans que vous n'avez rien fait. On va y aller avec un tarif.
on va vous faire payer de toute manière. Alors, si l'importance du tarif constitue un coût que vous pourriez vous-même dire, ben, on va l'absorber autrement, ça sera notre budget, on va l'augmenter entre 2 et 5 ce qui serait énorme déjà, mais c'est l'équivalent du tarif. Les Américains disent, vous le payez d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont obtenir de nous sans difficulté. C'est déjà écrit dans le ciel, c'est à peu près dans toutes les déclarations, tout parti confondu qui pourrait prendre le pouvoir à Ottawa va agir dans ce sens-là. Et ça, c'est très légitime. Donc, l'arme du tarif, c'est vraiment là, quelque chose qui est fort. Le Canada devrait relativement bien s'en tirer s'il négocie comme il faut. La Chine, ça sera autre chose. Mais encore là, si on réfléchit à la question et on reconnaît aux Américains une inquiétude qui est légitime d'un certain point de vue, on n'est pas en train de penser que l'autre est totalement dérangé. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a plein de défauts, mais il parle seulement aux Américains. Il ne se voit pas comme quelqu'un qui va sauver la planète de dérangement climatique. Il ne pense pas sauver l'Europe. Il y a plein de choses qu'il ne veut pas essayer de sauver. Il le dit carrément. Je suis élu par des Américains et je me retourne vers un ancien nationalisme qui est presque de l'isolationnisme et redéfinit ces rapports-là. Puis il y a de l'histoire aux États-Unis pour renforcer cette orientation-là. Si on le prend pour ce qu'il y a d'intelligent en arrière de sa démarche, ben on peut aborder la question avec un peu plus de respect que de le faire de façon assez idiote dans nos médias et certains politiciens en bombant le torse et en essayant plutôt de forcer un jeu, puis on n'a pas la force pour ça. Quand à un moment donné, il y a eu la révolution chinoise, Mao, il ne faisait pas des guerres de tranchées face à face. Il n'a pas fait l'équivalent d'une charge de brigade légère contre les Russes à une époque ou en Ukraine. Ils ne font pas ça. Mao gagnait avec la guérilla. Tu n'affrontes pas des troupes trop fortes de face. Alors nous, comme Canada, on devrait avoir les moyens utilisés qui sont à notre mesure. Puis des gens comme Daniel Smith font la chose que je considère qui est bien. Tu y vas, tu parles. Elle a fait une dizaine ou quinzaine d'entrevues aux États-Unis en disant nos intérêts sont communs. Et il y a plein de choses à développer qui sont très favorables au Canada en même temps, parce que le Canada s'est nui énormément dans le dernier 9 ans, tout seul. On est tellement affaibli que c'est ça qui est notre problème. Moi, ce n'est pas un choc extérieur que je vois comme un problème. Si ce n'était pas Trump, un autre, il y aurait un autre problème de choc extérieur, que ce soit une pandémie ou autre. C'est l'état d'impréparation dans lequel on est parce qu'on prend de mauvaises orientations. Notre productivité nulle au Canada qui fait en sorte que le PIB par habitant Et même diminue. décroissant, là. Oui, exactement. C'est pas dû à des étrangers, c'est dû à nos propres politiques. Dans les arts martiaux, on dit tu tues à l'entraînement ou tu saignes dans le ring. On fait tout pour être battu à plate couture par des gens qui ont les moyens d'être odieux. Nous, on n'a pas les moyens de ça. On devrait se battre intelligemment, mais en premier, en faisant en sorte de nettoyer notre propre écurie. Justement, là, il y a plein de belles propositions qui commencent à sortir, puis il faudrait que les politiciens s'entretiennent de ça. Entre autres, libérer les frontières intérieures. Tout ce qui est problème, on devrait libérer ça. Mais en même temps, justement, peut-être que est-ce qu'on on pourrait penser que l'objectif de Trump à la fin de la journée, comme on disait, parce que vous l'avez dit, pour employer l'expression, disons, un peu commune, là, on s'auto-plure de bananes, on s'est auto-plure de bananisé au Canada depuis plusieurs années, ce qui fait en sorte que notre économie décroît et vraiment on a des problèmes de productivité. Étant donné qu'on sait d'une part que Donald Trump serait très heureux de voir le Canada devenir le 51e État. Donc, il y a une fraternité, entre guillemets, culturelle et civilisationnelle qu'il pressent avec le Canada et une familiarité jusqu'au point où est-ce qu'il propose de devenir une seule et même famille. Donc, ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, il voit l'État du Canada et il se dit, bah, donc,
qu'est-ce que vous faites là? Get your act together, comme on dit en anglais. Mmh. Est-ce que justement le but de Donald Trump, éventuellement, c'est pas de faire en sorte de forcer le Canada à se réveiller, puis justement à redevenir et à développer ses ressources naturelles et tout ça, là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Est-ce que ça pourrait être un objectif de Trump qui serait même... là, je suis en train de le présenter presque d'une manière altruiste, là, finalement. Non, moi, je ne crois pas à ça du tout. Donc, non, non, y a rien, il y a rien comme intention qui est de nous aider. Tout ce qu'il pense, c'est aider à sa manière les Américains. Nous, tout ce qu'on a fait, par exemple, c'est de se rendre très peu respectable à ses yeux. On a un premier ministre faible qui a affaibli le Canada pendant 9 ans. On est encore en train de se battre à l'interne. Le Canada central fait tout en son pouvoir pour empêcher qu'il y ait des élections et que Poilievre, puissance de l'Ouest, puisse monter. Moi, je serais plus à l'aise si les élections étaient déjà passées, qu'on avait un Poilievre qui fasse du ménage dans nos dépenses publiques, qui aligne le développement nord-américain, du moins pour ce qui est du développement énergétique, pipeline et exploitation du pétrole. Ça, j'aurais bien plus confiance qu'on aurait des terrains d'entente plus faciles à atteindre là, avec quelqu'un comme ça. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on serait respecté outre mesure avec notre capacité de s'auto-mutiler au quotidien depuis 9 ans. On ne peut pas espérer ça de quelqu'un comme Trump. On pourrait à peine l'espérer si on avait quelqu'un de solide parce qu'on est un petit pays. Mais on a plein de choses du point de vue stratégique, entre autres simplement militaire. Il y a plein de points importants qu'on peut défendre ensemble, notamment pour ce qui est de l'Arctique. Ce qui va probablement entrer justement dans les choses qui seront prises en considération pendant la négociation, c'est vraiment qu'il y a probablement des transferts d'augmentation de niveau de prix qui se feraient avec les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors, il s'agira, ça, de le faire valoir parce que théoriquement, Meron en question, lui ne croit pas que c'est quelque chose qui pourrait se passer. Il dit, en gros, si il y avait un tarif et que le prix d'un certain produit qu'on achète, nous, les États-Unis, du Canada, si ça augmentait, ça prendrait pas de temps qu'on aurait annulé cet effet-là avec deux, trois choses. Par exemple, on va couper dans nos dépenses budgétaires de l'État, on va déréguler, on va baisser les impôts des individus et des entreprises, on va attirer les investissements. On sera tellement productif que ça va annuler la hausse de prix qui aurait pu être transmise par une hausse de tarifs avec le voisin. Et en plus, sa monnaie aux voisins va s'affaiblir. On sera juste plus riche par rapport à eux. C'est la réciproque de nous où on voit des boomers qui sont plus capables de rester en Floride parce que les coûts annuels d'entretien et d'assurance ont augmenté. Bon, ben eux, un Américain qui se sent plus riche parce que sa monnaie est d'autant plus forte par rapport à un dollar canadien qui aurait baissé de 70 à 65 cents, c'est ça qui est vendu comme idée par Meron. C'est que la transmission de la hausse des prix ne se fera pas à cause des autres facteurs qui compenseraient. Bon, ben, il s'agit de faire valoir qu'il y a peu de chances que ce soit un effet qui annule complètement la transmission d'une hausse du niveau des prix. Mais dans leur théorie, leur approche théorique, c'est de dire on va quand même faire la chose juste sur un an. Donc, sur un an, si on impose un tarif, qu'on impose des hausses, disons, mensuelles sur un an, il y aurait une hausse qui serait totalement, s'il y en a une, elle sera totalement absorbée sur un an. Elle ne sera pas très importante et le président de la Banque centrale n'agira même pas. Parce que, entre autres, il y a une différence entre un saut dans le niveau des prix et de l'inflation. Le saut dans le niveau des prix, c'est comme une crise pétrolière qui ferait monter le prix du pétrole à un rang important juste sur un an. Ben, pour que ce soit de l'inflation, il faudrait que tu aies des hausses du niveau du prix du baril, mais à chaque année, sur 2, 3 ans. Là, tu as quelque chose qui se reproduit. C'est comme une hausse de taxes. Tu en as juste une, puis les taxes augmentent de 7 le prix des produits. Pour que ce soit de l'inflation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faudrait que tu aies une augmentation de taxes de 7 qui s'ajoute à chaque année.
Ça, c'est de l'inflation. Une hausse du taux de croissance du niveau des prix à long terme. Lui, il dit, il n'y aura pas ça avec les tarifs. On va les imposer une fois. Ça va se faire à l'intérieur d'un an. Et le président de la Banque centrale réagira à peu près pas. Mais il y a quand même un danger. Mais vous voyez que là-dedans, vous ne faites pas affaire avec des gens qui sont totalement dénués de raisonnement. Il y en a un qui n'est pas assimilable à celui de tous les économistes, mais il y en a un. Puis le fait qu'ils y croient, va falloir que tu prennes ça en compte lors de tes négociations et de faire voir qu'est-ce qu'ils détestent aussi pour leur faire voir qu'ils prennent un risque avec la possibilité que ce qu'ils détestent survienne avec l'imposition des tarifs. Mais là, je crois qu'on commence à entendre des gens qui sont plus raisonnables également. On a passé le premier état on a figé comme des chevreuils avec un spot d'en face et les crises de nerfs, on n'est pas respecté. Mais là, on commence à voir des gens qui sont plus sérieux, qui s'expriment, dont l'ancien premier ministre Couillard, qui disait on n'a pas les moyens de faire du tit for tat, de répondre du tac au tac. Si on fait ça avec l'homme qu'on a en face de nous, ça pourrait être des mouvements très brusques. Pourrait Contre-productif. être à notre détriment, on pourrait se retrouver en situation pire. Par exemple, Philippe Couillard en parlait très bien, jouer avec les tarifs d'électricité, renoncer à des contrats qui ont été signés. Il dit, vous pourriez très bien avoir le lobby du gaz américain qui réussit à dire, moi, je vais compenser amplement. Et vous pourriez avoir un président américain très ouvert à la suggestion. Fait que faites attention à ce que vous faites. C'est pas quelqu'un facile à impressionner en face et envoyez des vrais adultes négocier. Mais c'est pas totalement déraisonnable ce qu'il y a en face. C'est du monde aussi sérieux. Donc, si on suit votre propos, Denis Julien, il y a plusieurs niveaux de stratégie selon le long terme. Comment faire en sorte qu'on ne se retrouve le plus dans le long terme, dans les 50 années à venir, dans cette situation d'extrême vulnérabilité, en stimulant la production à l'interne du Canada, en enlevant les red tape pour la construction dans le domaine des énergies, des matières premières et sans les impôts, un peu comme Trump peut-être s'apprête à le faire, peut-être pas totalement, là, parce que lui, on dirait que vraiment, il va y arriver avec un remède de cheval en enlevant tous les impôts aux individus au niveau fédéral. C'est pas encore confirmé, mais c'est un peu ce que la rumeur dit. Et aussi avoir une stratégie à plus court terme, ou moyen terme, de négociation qui fait en sorte que les Américains, sans avoir non, en évitant le ton paternaliste de dire regardez, vous n'êtes pas assez intelligent pour vous rendre compte que ce que vous nous imposez va affecter votre propre population, en évitant ce ton paternaliste, avoir une négociation où est-ce que on cherche le win-win, on cherche vous montrer comment nos économies sont imbriquées et comment ce serait, disons, c'est ça, c'est une question de ton, là, vous l'avez bien montré. En terminant, qu'est-ce qu'on doit, puisqu'on va se revoir dans un mois, là, selon quelles seront les grandes questions qui sont sous votre radar, Denis Julien, concernant cette négociation ou la question géopolitique et économique là, au Canada et aux États-Unis? Je pense que ce qui est un angle mort, quelque chose qui va commencer à prendre plus de place dans le discours, c'est que c'est pas juste les tarifs qui vont faire que le Canada aura à changer. Je pense qu'on aura à changer très fortement notre structure du simple fait que les États-Unis vont baisser les impôts drastiquement des entreprises et des individus et également s'attaquer à la bureaucratie. Nous, si on va être forcé de le faire, parce que déjà, on a vraiment des déficits importants avec les États-Unis pour ce qui est des investissements. Un Canadien, maintenant, investit plus aux États-Unis que les États-Unis n'investissent ici. La concurrence fiscale qui va se faire, la concurrence déréglementaire qui va se faire, ça va, je pense que ça va affecter plus le Canada qu'on le pense. Là, on a focalisé sur l'impact des tarifs, mais si on négocie bien, selon toute probabilité, nos économies sont tellement intégrées que je pense qu'il y a moyen d'obtenir quelque chose qui ne sera pas un changement qui est pas faisable. C'est pas impossible qu'on s'ajuste quand même assez rapidement si on est raisonnable puis qu'ils le sont. Donc, est-ce que c'est une bonne chose finalement si
Moi, je pourrais dire, si on négocie trop bien, puis finalement on s'en sort assez bien, ben, ça va nous exonérer de faire les réformes dont vous parlez. Non, on s'en sauvera pas. Non? Je pense D'accord. que le gros bout des effets de Trump, ça va être le bout dont on parle pas assez. C'est la concurrence fiscale et la concurrence des investissements. Parce qu'on n'est pas productif, donc ce problème-là ne peut pas se régler sans que tu accueilles des investissements. Trump est en train de faire en sorte, je disais même à un moment donné, c'est ma conjointe qui me parlait d'un article qu'il disait, puis c'était à l'effet que Trump voulait même aller chercher des sommes qui étaient, euh, qui était allé se réfugier en Irlande, qui est un paradis fiscal. Parce qu'il le pourrait. Baisse Mmh. les impôts suffisamment, un Américain va revenir chez vous. Ah, on pense à Meta, par exemple, Meta, les grands de ce monde au niveau de la tech, là, il y en a beaucoup qui sont, Les compagnies irlandaises. mmh Fait que ces choses-là pourraient être ramenées. S'ils sont ramenés aux États-Unis, nous, notre part de l'investissement mondial va se rétrécir encore plus. On avait tout fait pour qu'ils partent. Ne serait-ce qu'un impôt sur le gain de capital qui augmentait. On a tout donné les signaux pour dire ne venez pas chez nous. Nous sommes la France en devenir. Euh, et la France Ah, est désertée. c'est une catastrophe. Oui. Puis les data centers, on peut penser même à Amazon. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir avec leur AWS, leur département de data? Est-ce qu'ils vont vouloir venir et continuer à développer au Québec si leurs entrepôts sont même pas capables de survivre, là? Non, On non, comprend non, qu'il y a non. besoin de moins main-d'œuvre là, pour gérer des serveurs, mais quand même. Non, puis c'est pas juste le syndicat qui le fuyait, c'est l'ensemble du modèle québécois avec toutes ces tracasseries additionnelles par rapport à ce qui se passe ailleurs. Le syndicat de la CSN, c'est la cerise sur le Sunday, là. C'est le dernier irritant majeur. J'imagine bien quelqu'un d'Amazon rencontrer un représentant syndical de la CSN. Il doit vraiment trouver qu'on médicamente pas assez nos malades ici. Denis Julien, bon, on va regarder ça, la question de la compétitivité fiscale du Canada et du Québec pour ce qui nous concerne un peu particulièrement, vont être à suivre et même pour les militants de nos auditeurs à militer sur les réseaux sociaux pour influencer le plus possible vers cet allègement fiscal tant nécessaire pour pouvoir faire face aux défis économiques qui s'en viennent. Sinon, cela pourrait donner plus de pauvreté et plus de pauvreté et plus de malheur et c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes déjà, disons, nous sommes déjà à l'intérieur, mais nous, pour en sortir, il faut faire face en suivant un peu la vague actuelle de la politique internationale. Alors, Denis Julien, très heureux de vous avoir parlé aujourd'hui et ce sera encore une joie de vous retrouver le mois prochain. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Maxime Blanchard, bonjour. Bonjour, Francis. Maxime Blanchard, simplement pour vous présenter un peu le contexte de cet entretien. Maxime Blanchard, vous êtes auteur et professeur de littérature française à l'université de City New York University. City University of New York, oui. La grande université publique à New York. Donc, vous êtes professeur de français Oui. ici même à New York. Vous vivez à New York depuis de nombreuses années. Parlez-nous un peu, et nous sommes réunis ici même dans un café que vous avez choisi. Pourquoi avoir choisi ce café ici même à New York? On est au plein centre-ville, très près de la Grand Central. Oui. Alors, ben là, on est à la Maison Scandinave. Alors, on est dans le café de la Maison Scandinave qui réunit... Alors, c'est un lieu de culture pour les Suédois, les Danois, Finlandais, Islandais et Norvégiens. Et j'aime beaucoup ce lieu parce que je suis québécois et j'aime les pays scandinaves. Et j'aime beaucoup cet endroit, oui. Alors, et c'est près de mon travail et c'est en plein centre-ville de New York. C'est des pays que vous admirez particulièrement, Maxime Blanchard, et qui vous font envie. Vous aimeriez un peu que le Québec ressemble un peu à ces pays? Oui, j'aimerais ça que le Québec ressemble aux pays scandinaves, que le Québec ait le courage d'être comme les pays scandinaves. Oui. Je pense que pour les Québécois ont souvent été pris ils sont pris d'ailleurs, toujours peut-être, entre les États-Unis et la France pour des raisons culturelles, et ça je comprends. Et géographiques, même. Géographiques, oui, pour les États-Unis, pour la France, des raisons historiques.
Mais je pense que des fois, ça va, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je pense que ce serait bien peut-être qu'on regarde ce qui se passe dans les pays scandinaves, particulièrement le Danemark, la Suède et la Norvège, qui sont des pays qui, après tout, nous ressemblent un peu. Au moins pour le climat. Bon, c'est un peu des platitudes, ce que je dis là, mais le climat, le paysage, mais ce que ces pays-là ont fait est admirable. Et ce qu'ils font maintenant aussi, peut-être devrait nous inspirer pour notre propre avenir. Et peut-être aussi pendant la Suède, pendant la COVID, de plus se démarquer d'une façon particulière. Oui, la Suède s'est démarquée. Une capacité de faire front ou de faire à sa tête un peu. De faire à sa tête, ce que le Québec est incapable de faire. Maxime Blanchard, bon, vous êtes aussi auteur, parallèlement à cette carrière de professeur de littérature que vous déployez ici même à New York, dans une grande ville, capitale du monde. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, ça ouvre les horizons que d'évoluer dans un tel contexte. Mais parlez-nous un peu de vos livres. Là. Vous en avez publié 2, et dont un récemment. Premier, Le Québec n'existe pas, et le plus récent, La mère patrie, disponible là, chez VLB Éditeur. Donc, vous avez fait une certaine tournée des médias lors du lancement. Donc, on se retrouve un peu après ce brouhaha de la rentrée littéraire et un peu de vos apparitions dans les médias. On se retrouve dans votre environnement, ici même à New York. Parlez-nous un peu des thèmes qui vous habitent et que vous développez dans ces ouvrages. Ben, dans La mère patrie, donc le dernier qui est publié en septembre, j'ai beaucoup travaillé cette idée de la nostalgie parce que c'était une idée qui m'intéressait, et je pense que quand on vit à l'étranger, la nostalgie, ben, je pense que beaucoup de gens ressentent cette nostalgie. On peut ressentir la nostalgie de son enfance, de sa jeunesse. On peut aussi avoir la nostalgie d'un Québec d'autrefois qui existe, mais qui existe de moins en moins, ou en tout cas on sent qu'on est en train de le perdre. Mais évidemment, quand on habite à l'étranger, on est encore plus nostalgique parce que on est loin. Alors ça aussi, c'est une partie de la nostalgie, l'éloignement géographique. Mais aussi, moi, vous savez, je rentre souvent au Québec. Là, je suis pas un exilé. Même si je me plais à dire parfois que je suis en exil, là, c'est un peu à la blague parce que je suis pas vraiment un exilé. Mais quand je rentre au Québec, pour moi, même si j'y vais souvent, ça reste quand même un lieu qui est marqué de souvenirs. Alors, comme je suis pas là au quotidien, ben, quand je rentre, j'ai des espèces de chocs. C'est le choc des souvenirs parce que je passe devant des lieux que je vois pas je peux ne pas voir pendant 4 semaines ou 3 semaines. Et là, je les revois et là, je pense à ce qu'il y avait là avant. Alors, la nostalgie, elle est amplifiée chez moi. D'autres peuvent la ressentir et ils la ressentent. Mais chez moi, elle est amplifiée justement par les allers-retours. Alors, j'ai distance qui se crée un peu par rapport à ça. Et il y a un imaginaire aussi dans cette absence du Québec, puisque vous êtes ailleurs. Il y a l'imaginaire qui est comblé par d'autres choses. Et là, la réalité, des fois, elle n'est pas à la hauteur. Oui, elle n'est pas à la hauteur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, le texte a voulu justement contraster deux. Il y avait deux. Donc, dans cette idée de la nostalgie, il y avait cette idée d'une nostalgie d'un Québec qui a connu, à mon avis, un âge d'or entre 1948, disons le refus global et le deuxième référendum qui a été volé, et le Québec de maintenant que je juge plutôt médiocre. Quelle est votre définition de la médiocrité? Ben, la médiocrité, c'est se contenter de l'ordinaire. Et là, je le dis dans mon texte. En fait, ce qui me frappe au Québec, c'est pas tellement la médiocrité, parce que je pense elle est présente un peu partout en Occident en ce moment. Il y a une espèce d'effondrement, de médiocrité généralisée. Mais au Québec, on s'en réjouit. Alors moi, je connais assez bien les États-Unis et la France, d'ailleurs. Il y a des gens qui se rebellent contre ça, qui se plaignent, qui chialent, comme on dit en bon québécois. Au Québec, il y a très peu de gens qui se plaignent de cette médiocrité. Non seulement on s'y complaît, on s'y résigne, mais on s'en réjouit. Alors, ça fait quelques heures là, qu'on se parle, là, parce qu'on s'est promené dans New York ensemble. Les gens au Québec se pètent les bretelles. Et ça me tombe sur les nerfs parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison de se péter les bretelles. Et ils se pètent les bretelles parce qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs. Alors là, par exemple, moi, j'aime pas trop parler de l'actualité, mais là, comme il y a Trump en ce moment et que c'est fulgurant ce qui arrive avec Trump, là, il a eu son inauguration présidentielle. Là, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit ça en français, mais... Et là, les gens regardent ça au Québec puis ils se disent « Ah, mon Dieu, c'est effrayant ».
Et là, ça, c'est une façon de ne pas se poser des questions sur sa propre existence, sur ce qui se passe au Québec. Alors, il y a cette expression un peu cliché, là, on voit la paille dans le jardin du voisin, mais on voit pas la poutre chez soi. Alors, je trouve que c'est un peu ça, le Québec. C'est un peu facile de dire, ben nous, on est super parce qu'on n'est pas comme Trump. OK, d'accord, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin que ça, que simplement se dire, ben nous, on est bon parce qu'on n'est pas Trump. Je trouve que ça suffit pas. Et c'est une façon de ne pas se poser des questions sur sa propre identité. C'est comme je me définis par rapport à ce que je ne suis pas, mais qu'est-ce que je suis? C'est ça. Qu'est-ce qu'on est, nous, les Québécois, vous, qui avez pu découvrir peut-être une autre partie de la québécitude, du fait d'être Québécois en étant à New York, on arrive il y a des zones d'ombre, pas au sens négatif, mais par contraste, on se rend compte de choses qu'on ne voyait pas avant. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'essence du Québécois pour vous, Maxime Blanchard? Grande question. Mais... Je sais pas. Alors... Quand vous dites Québécois... Je sais pas ce que c'est que d'être Québécois, franchement. Moi, je suis Québécois, là, je ne suis que Québécois et je trouve... Bon, je vais répondre d'une façon un peu compliquée. Je ne suis que Québécois et pour moi, je le vois comme une fatalité. En même temps, je le vois comme une fierté. Je le vois comme... Là, je vais avoir l'air un peu pédant, mais je pense souvent aux héroïnes de Racine, là, qui ont le sens du tragique. Je dis... Moi, j'ai essayé... Comment dire? J'ai essayé de ne pas être Québécois. Je suis venu ici aux États-Unis. Je pourrais ne plus être Québécois. Je pourrais complètement renoncer à cette identité-là. Me dire, bon, ben, je deviens Américain. La voie de l'assimilation. Ouais, je cesse de penser au Québec. Je pourrais n'y aller que pour voir mes parents. Enfin, maintenant ma mère, parce que mon père est mort. Mais... Et me dire, ça ne me concerne plus. Et il y a eu cette tentation-là, il y a longtemps, quand je suis arrivé ici à New York. Et j'ai fait mes études aux États-Unis avant, là, mon doctorat, alors j'y ai pensé. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quelque chose d'impossible. C'est pour ça que je dis fatalité, parce que... C'est trop profond, hein, vous. C'est trop profond. Il y a et un caractère imprimé. Oui, mais indélébile. Oui, c'est indélébile. Puis aussi, je pense que mon amour du Québec est trop puissant pour l'abandonner. Et ça a l'air très sentimental, ce que je vais dire, mais... mon amour du Québec est aussi grand que ma haine du Québec, qui est très grande. Alors, je ne peux pas me débarrasser de ça. Je ne peux pas ne pas être Québécois et je vais mourir Québécois. Mais c'est pas sous peine de ne pas avoir essayé, de ne pas être Québécois, de cesser d'être Québécois. Mais pour vous répondre, vous dites qu'est-ce que c'est l'essence du Québécois? Je ne sais pas. Ça, il y a plein de politicologues, de sociologues, de littéraires, d'écrivains qui ont essayé de poser cette question-là. La meilleure réponse que j'ai trouvée, elle est un peu simple, mais c'est dans une pièce de Françoise Loranger qui s'appelle Médium saignant, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a un personnage qui dit... à un moment donné, il est découragé. Il dit, je sais pas ce que c'est que d'être Québécois. Je sais plus ce que c'est que d'être Québécois. Puis un autre personnage qui lui répond, ben c'est ce que nous sommes. Et ça a l'air d'une réponse un peu simpliste, mais je trouve que c'est ça. Ce que nous sommes, c'est notre histoire, c'est ce qu'on a été, c'est ce qu'on est et ce qu'on sera peut-être si on ne disparaît pas. C'est ça être Québécois. C'est un ensemble de choses. Puis là, je veux pas faire de liste, ça a l'air un peu... J'ai l'air d'esquiver la question, mais je sais pas... C'est une expérience historique. Oui. Puis je trouve que donner une définition trop précise de ce que c'est d'être Québécois, bon, on peut dire oui, c'est parler français en Amérique du Nord. Bon, ça, disons que c'est une composante importante. Il y a eu autrefois le catholicisme qui était très important et qui l'est encore d'ailleurs. Là, ça façonne la société québécoise, même si les Québécois se disent plus catholiques, ou en tout cas, mais c'est partout, ne serait-ce que par la présence des églises et des institutions religieuses qu'on voit partout, là, les bâtisses et tout ça. Mais c'est dans la mentalité. Bon, vous et moi, on en a parlé aujourd'hui quand on se promenait dans New York. Ça a été longtemps canadien, français, catholique, donc parlant français, catholique. Bon, la religion n'a plus de rôle immédiat, disons. Elle a un rôle culturel, peut-être, là, en tout cas dans les mentalités. Mais je sais pas ce que ça veut dire d'être Québécois aujourd'hui. Des fois, je regarde les gens, je me dis, ce sont des Américains qui parlent français. Mais ça, je trouve ça trop méchant parce qu'on n'est pas... je ne sais pas comment répondre à cette question, à part de dire c'est ce que nous sommes, comme le dit le personnage de Françoise Loranger.
C'est très mystérieux. Je dirais que être l'identité. québécois, c'est ce que nous pourrions être, c'est-à-dire un pays indépendant. Parce que cette question de l'indépendance, c'est vraiment une question qui vous habite, cette capacité de prendre des décisions politiquement par soi-même, comme peuple. Qu'est-ce qui fait... Parlez-nous un peu d'où vient chez vous cette nécessité de l'autonomie politique pour le peuple québécois comme instrument pour le déploiement de son identité. Bon, écoutez, dans notre histoire, c'est quelque chose qui traverse notre histoire, cette volonté d'autonomie. Prendre son destin en main. Oui, prendre son destin en main, d'autonomie, de souveraineté. Ça a changé de nom, d'indépendance, de maîtrise du territoire, mettre chez nous, ce genre de choses. Moi, je vais vous donner une réponse très vieille école, là. Personnellement, je veux l'indépendance par fidélité à ceux qui m'ont précédé. Je continue ce que mes parents ont fait, ce que mes grands-parents, ce que, par exemple, mes grands-mères... Une de mes grands-mères était archi-fédéraliste, mais je pense qu'elle était quand même nationaliste parce qu'elle insistait pour parler français, tout ça. Donc, je trouve que moi, c'est comme j'ai l'impression de poursuivre cette œuvre-là. Et je sais que ça, c'est pas une réponse... politiquement correct, parce que là, on s'inscrit dans une espèce de tradition en disant, oui, moi, je poursuis l'œuvre de mes ancêtres, ça fait un peu vieillot, mais pour moi, c'est important, cette fidélité au passé. Il y a d'autres raisons pour faire l'indépendance. Il y a des raisons culturelles. Si on n'est pas indépendant, on va disparaître. Point à la ligne, on ne parlera plus français, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va pas prendre 1000 ans, hein? Je pense que tout le monde s'en rend compte. Si on habite à Montréal, on se rend compte que le français est très en danger. Alors, évidemment, devenir indépendant, c'est sauver la culture québécoise, ou en tout cas, c'est la prolonger. Alors ça, c'est une des raisons. Puis l'autre raison qui est maintenant, je ne veux pas dire qu'elle est nouvelle, mais là, il y a toutes ces raisons économiques. Alors, il y a toutes des générations plus jeunes que la mienne, là, qui commencent à dire, ça pourrait être avantageux que le Québec soit indépendant et avantageux d'un point de vue économique. Il y a plein de gens qui commencent à tenir ce discours et ils commencent à être on commence à être pas mal crédible. Alors que je pense qu'en 95 et en 80, le discours économique était plutôt secondaire. Il y avait des raisons culturelles, identitaires. Là, le discours économique a l'air d'être un peu à l'égal des autres discours culturels, identitaires. Bon. Moi, franchement, je veux que le Québec soit indépendant. Je pense qu'on mérite d'exister en tant que peuple ou en tant que culture. Et c'est pas un projet ethnique. Moi, j'en fais pas un projet ethnique parce que tout le monde peut se joindre à ça. Puis en plus, si c'était si ethnique que ça, il n'y aurait pas tant de Canadiens français, entre guillemets, qui voteraient contre, là, comme ils ont voté contre en 80. Alors ça, on peut réfuter cet argument-là, mais... Oui, alors voilà, moi je suis indépendantiste, je veux l'indépendance. Moi, quand on me parle des sondages, je m'en fiche des sondages parce que les sondages, ça veut rien dire. C'est une photo d'un moment particulier. C'est une photo d'un moment. Puis il y a jamais, en 95, il n'y a jamais un sondage qui a donné le référendum gagnant et il a été gagné, là, ou en tout cas volé. Mais pour faire suite justement à la conversation qu'on avait, une des conversations qu'on avait aujourd'hui, je vous expliquais un peu le nombre de photos que ça prend pour faire un mouvement dans une caméra. On parlait de 60, des 24 images secondes, des 25. Donc, il est absolument impossible justement de se fier au sondage, puisque si tout dépendant du time frame, là, du cadre temporel que nous avons, on peut arriver avec plusieurs portraits différents, mais avec même la même seconde et les mêmes images. Donc, on comprend que c'est une question existentielle. C'est quelque chose qui reste malgré tout, même malgré il y a une volonté pour un peuple de prendre son destin en main. Ce qui, dans les démocraties à notre époque, passe par le contrôle du Parlement. Bon, c'est une histoire longue là, qui s'inscrit, les patriotes qui répondaient à un problème de corruption dans le Bas-Canada, etc. Donc, on voit comment cette expérience, on pourrait définir ainsi l'identité québécoise comme une expérience historique, justement, avec des caractéristiques précises qui s'impriment dans le caractère des Québécois. Mais Maxime Blanchard, donc on sent jusqu'à maintenant dans notre entretien l'amour, mais vous avez parlé aussi de la haine. Et c'est un des reproches qu'on vous fait souvent, d'être très dur dans vos écrits. Même si on peut référer à une entrevue que vous aviez donnée lors de l'émission Une époque formidable avec Stéphane Bureau, dans laquelle
Il y avait même des échanges assez... vous créez une réaction virulente de la part de certains téléspectateurs qui vous dit vous avez pas bon... Comment osez-vous vous prononcer comme ça sur des Québécois et tout ça? Comment est-ce que vous voyez un peu cette haine? On parle pas de haine au sens strict, j'imagine. On parle plus de... Je sais pas, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais de dégoût, de mépris, je sais pas. Parlez-nous un peu là, de comment vous voyez un peu cette souffrance que vous avez à voir le Québec ou un certain Québec aujourd'hui. Maxime Blanchard. Oui, bien, je vais répondre un peu. Je vais arriver à votre question sur ce qui s'est passé pendant cette émission de télévision-là, mais c'est pas seulement l'émission de télévision, c'est aussi des commentaires que je reçois là. Quand j'ai écrit « Le Québec n'existe pas », le livre est très défaitiste, il se termine. Alors, c'est une descente aux enfers et c'est un livre sur l'assimilation linguistique et c'est ce que je montre dans le livre. Je ne vais pas révéler ce qui se passe là, mais enfin, ce qui se passe. Il y a beaucoup d'anglais dans le livre et c'est comment l'anglais va dominer éventuellement le français et c'est ce que je montre dans le livre. Dans le deuxième livre, « La mère patrie », parce que c'est un triptyque, hein, le troisième va arriver là. Dans « La mère patrie », le livre se termine par une bataille. Et c'est une bataille désespérée, mais c'est une bataille. Alors moi, je crois à la bataille. Alors ça, je voulais dire ça. Et cette idée de la bataille elle est importante pour moi. Et c'est épuisant, la bataille, parce que moi aussi, je suis épuisé. Des fois, j'en ai marre. Et comme je vous ai dit, j'ai parfois eu dans ma vie, je me suis dit, je ne veux plus être Québécois, c'est trop douloureux, je souffre trop, parce que mon amour pour le Québec est tel... j'ai un tel amour pour le passé du Québec, je suis très attendri par le... C'est l'histoire de la résistance qui vous touche? Non, c'est pas la résistance. Je suis très ému quand je vois des églises, quand je vois même... J'ai beaucoup de tendresse pour ce passé-là, pour les gens qui m'ont précédé, même des gens que j'ai pas connus, là, même avant mes grands-mères, mes arrière-grands-parents, tout ça, que j'ai pas vraiment connus ou que j'ai pas connus du tout. J'ai beaucoup de tendresse pour ça, pour cette façon qu'ils ont eu de résister en dépit de tout et que c'était pour eux une forme de bataille. J'ai beaucoup de tendresse pour ça. Alors là, le deuxième livre se termine par une bataille. Et là, quand je suis allé à l'émission de Stéphane Bureau, qui a été très gentil avec moi et très généreux, écoutez, moi, j'ai pas l'habitude de la télévision, là. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai dit ce que je pensais. Ce que je pense... Enfin, je pense qu'on ne fait pas beaucoup ça. Et j'ai dit que j'avais honte du Québec. Et là, il y a eu des réactions assez violentes. Et je sais, moi, j'ai pas regardé l'entrevue à la télévision parce que je peux pas me voir à la télévision. J'ai pas envie de me regarder, là. Mais je sentais, quand je parlais, les gens ne m'ont pas hué parce que je pense ils s'étaient fait dire qu'ils ne veulent pas huer les invités, là, ou l'invité, dans ce cas-ci. Mais je sentais que ça brassait dans la salle et qu'il y avait des bruits, tout ça. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont crié des insultes. Je ne sais pas si c'est resté au montage parce qu'il y a eu un montage. Et je pense que les gens... ce qu'ils ont mal supporté dans la salle, et je pense que c'est beaucoup ce que j'entends sur mon livre, c'est qu'ils supportent pas qu'on dise du mal du Québec. Alors, d'une part, il y a ça. Alors, comme j'ai dit tantôt, j'ai parlé de pétage de bretelles. Au Québec, on est toujours en train de se dire qu'on est bon parce qu'on a un sentiment d'infériorité. Alors, pour le compenser, on le compense par une espèce de sentiment de sentiment de supériorité, on se compare aux autres. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on a une mature aussi. Oui, là, on n'accepte pas le débat. Au Québec, il n'y a pas... Je veux dire, moi, j'étais en France il y a 2 semaines, là, je regardais la télé française. Les Français, ça gueule à la télévision, puis ça s'insulte, puis ça. Après, c'est fini, il n'y a pas de quoi. Là, au Québec, on ne peut pas avoir de discussion. Les émissions de débat entre les émissions, là, je nommerai pas d'émissions, là, mais ils sont assis autour de la table et ça se parle, là. C'est pas de chicane dans ma cabane, tout le monde doit s'entendre, on est tous cousins. Ou des sujets insipides, Des sujets insipides, puis il faut toujours arriver au consensus le plus mou possible. Alors, des débats, il n'y en a pas. Alors moi, je pense que là, je suis arrivé, là, j'étais comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai honte d'avoir du Québec, j'ai honte du Québec. Vous êtes allé fort, là, vous parlez des touristes québécois que vous voyez dans la rue. Et là, justement, cet amour-haine, là, c'est-à-dire que vous parlez
d'une expérience que vous êtes allé dans un obscur festival de documentaires québécois, vous aviez vu un film, vous étiez émerveillé, là, vous étiez fier d'être sorti. Et là, au coin de la rue, des Québécois arrivent habillés comme nos touristes viennent chez nous, habillés en aventuriers, comme ça, dans les rues de New York. Je me souviens pas. Moi, je dis souvent ça, les habits d'aventuriers, mais je sais pas si c'est exactement vos paroles. Mais ce contraste-là, et là, vous étiez dégoûté. Donc, il y a un contraste un peu entre les deux, mais justement, cette incapacité de prendre la critique, il y a quelque chose d'immature un peu. Oui, mais quand je dis là-dedans, ça, quand je dis que les Québécois sont habillés, ben, je sais pas si j'ai dit ça, mais c'est ce que je pense. Ils sont habillés pour escalader l'Everest, mais ils sont pas capables de faire leur indépendance. Prêts à escalader l'Everest, mais pas capables de faire leur indépendance. C'est pas, comment dire, c'est pas un truc de snob, là. C'est parce que moi, quand je vois les Québécois, bon, je vis à l'étranger. Et quand je vois des Québécois, quand je les vois devant moi à New York, ils me rappellent qu'on n'est pas indépendant. C'est pas contre les Québécois, c'est pas contre eux, c'est pas contre la façon dont ils s'habillent. C'est tout ce qui représente que j'ai un peu fui, mais que je peux pas fuir, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. C'est ça qui me fait honte. Si je me dis, on n'est pas capable de faire notre indépendance. Et la raison pour laquelle j'ai une telle rage, je pense que c'est le mot, c'est que je sais qu'on est capable du plus beau au Québec. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu dire à la télévision, enfin, qui a pas passé en tout cas. C'est que je trouve que dans le passé québécois, et on a quand même des œuvres d'art. On a, oui, des œuvres d'art, des œuvres littéraires, artistiques, du cinéma, qui sont des chefs-d'œuvre. Alors, on est capable de ça au Québec. On est capable de faire des choses merveilleuses. Et ça m'enrage de voir que, d'une part, on est capable de faire ça, on est capable du meilleur, et qu'en même temps, on se contente de si peu et d'être juste une espèce de province du Canada médiocre où tout le monde, je sais pas, c'est pas... où c'est la petite vie ordinaire, là. Puis c'est les soupers à préparer, puis il y a pas... Je sais qu'il y a toujours une part de ça dans tous les peuples, mais il y a des peuples qui sont fiers de leurs grands artistes, de leurs grands écrivains, de leurs grands peintres. Au Québec, je sais même pas si on les connaît. Alors ça, c'est un peu le snob en moi qui parle. Mais en plus, je sais pas si on est fiers de ça. Et ça me... Puis moi... Cette incapacité de se rendre, d'être fier de quelque chose, vous la mettez souvent en scène avec un autre sentiment qui est son contraire, la honte. Et donc, vous, la fierté et la honte vont de pair et il faut être capable de vivre ces deux sentiments-là. Là. Donc, vous reprochez aux Québécois de manquer de fierté et de manquer de honte. Donc, la honte lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient être. Ben, pour être fier et pour avoir honte, il faut être patriote. Il faut connaître son territoire, il faut connaître son pays, il faut connaître les œuvres de son pays, il faut pouvoir admirer les paysages québécois qui sont magnifiques, il faut pouvoir admirer l'architecture québécoise, il y a des choses magnifiques au Québec. Alors, pour être fier, il faut voir ces choses-là, et ces choses-là font qu'on a honte de ce qu'on ne fait pas ou de ce qu'on fait mal. On n'est pas à la hauteur. Oui. Puis une chose que je voulais dire, c'est que, vous souvenez, moi, en tout cas, moi, je suis assez vieux en 95 pour voter au référendum. Le slogan, c'était « Oui, c'est possible ». Et bon, j'imagine que c'est un bon slogan, là, mais c'était quand même un peu triste de se dire, d'essayer de se convaincre qu'on est capable de faire quelque chose. Moi, je trouve ça un peu triste. Les Québécois sont toujours en train, et moi, c'est ce que je suis en train de faire, là, à votre micro, c'est de dire on est capable. Il y a plein d'autres peuples qui se posent pas cette question. Ils se disent on est capable. Les Français Ça devrait pas être oui, c'est possible, c'est oui, c'est évident. Oui, c'est évident, ouais, c'est ça devrait être ça. Les Français avaient... Ce slogan « Impossible n'est pas français », moi, je voudrais qu'on dise « Impossible n'est pas québécois », parce que je pense que « Impossible n'est pas québécois ». Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, ma détestation du Québec médiocre, elle vient de quelque part. Elle vient justement de cet amour déçu. Mais l'amour déçu, c'est pas juste l'amour de quelque chose qui pourrait arriver, là. Cet amour-là, il est fondé... Il est motivé parce que ce qu'on a déjà fait, parce qu'il a été magnifique. Et je parle pas de choses qu'on a faites il y a 200 ans, là. Je parle de choses des années... Le Québec a fait des très belles choses au 19e siècle et au début du 20e siècle. Il y a plein de choses intéressantes.
Maria Chapdelaine, ça a été écrit en 1900, alors, ou 1910, je me souviens plus de la date. 1913 peut-être, là, je me souviens plus de la date. En tout cas, avant 1914, là, entre 1900 et 1914. C'est un chef-d'œuvre, Maria Chapdelaine. Puis tout le monde au Québec rit de Maria Chapdelaine, mais non, mais on comprend rien au Québec. On rit de nos chefs-d'œuvre. Et d'où riez-vous? On disait ça en 1068. D'où parlez-vous? Donc, de où vous riez de Maria Chapdelaine? Donc, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Peut-être si vous étiez, je sais pas, vous aviez réalisé vous-même des grandes choses. Mais là, c'est que c'est une espèce de suffisance. Vous riez de ces chefs-d'œuvre-là de nulle part, ou d'un étang, ou je sais pas comment dire, d'une maison dans une banlieue en plastique, recouverte de plastique ondulé, d'une horreur totale. Oui, mais les gens voient ça comme un progrès. C'est un manque d'ouverture, d'une certaine façon, parce que est-ce que vous, de votre côté, Maxime Blanchard, ce contraste-là de ce que nous pourrions être, est-ce que ça a été développé surtout lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis et vous avez vu une autre culture qui n'avait pas de complexe d'infériorité? Ouais. Ou est-ce que vous aviez déjà ça avant de partir et ça a été plus tard développé? Ouais. Les deux. Alors, ce que je peux vous dire, bon, moi, j'ai étudié en France aussi, puis j'ai étudié aux États-Unis. Alors là, j'ai vu des cultures qui n'ont pas de complexe, qui sont capables, qui sont conscientes d'elles-mêmes et qui sont capables du meilleur, sont capables du pire aussi, là, mais ça va ensemble. Hein? Moi, je suis allé enseigner le français au Minnesota après le lac Meech, parce que là, j'en revenais pas que le Québec, quoi. J'étais très jeune à l'époque, là, j'étais vraiment un jeune homme. Et ça m'étouffait. Je comprenais pas que les Québécois se révoltent pas contre ce qui venait de se passer, qui était maintenant évident. Et alors j'ai dit, je vais aller prendre l'air, parce que là, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je suis allé prendre l'air. Je suis allé enseigner le français au Minnesota, à Minneapolis. Ça m'a fait beaucoup de bien. Après, je suis revenu, puis tout ça. Puis là, je suis allé en France, tout ça. Mais là, c'est ça, voir la France. Mais ça, vous savez, j'en ai parlé dans mon livre, mais il y a tout ce truc, André Laurendon en a parlé, ça a été un des premiers à en parler, les retours d'Europe, qu'il a appelé ça. Elle a écrit cet article célèbre sur les retours d'Europe. Donc, cette jeunesse québécoise qui va étudier en France, particulièrement. En regardant de haut un peu. En regardant de haut tout le monde. Moi, c'est pas ça qui m'est arrivé. Ça m'a... Ça vous a conforté dans quelque chose qui était déjà là. Ça m'a pas rendu snob. Ça m'a juste fait comprendre que la beauté était possible, que la grandeur était possible et qu'au Québec, je pense que la beauté et la grandeur est possible. D'ailleurs, on a des preuves. Hein. Moi, j'arrête pas de parler des églises du Québec qui sont magnifiques. Presque archéologiques aujourd'hui. Oui, puis quand on les démolit, parfois on veut les démolir, mais et parfois on les démolit carrément, mais je cite les églises parce que chaque village au Québec, chaque ville, les villes en ont plusieurs, les villages en ont moins. C'est le lieu d'expression de la beauté dans notre histoire. Ça veut pas dire que il n'y a pas de possibilité d'en faire ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a une perte du sens de l'esthétique au Québec actuellement. Là. Ça se voit dans la manière que les gens s'habillent et tout ça, dans la majeure. C'est un peu un relâchement généralisé qui est présent en Occident en général. Et qu'on peut voir aussi dans les grandes villes comme New York. Les gens portent des pyjamas aussi et à Paris aussi. Donc, parce il y a un relâchement civilisationnel. Mais au Québec, ça se produit aussi. Mais au moins, eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent, entre guillemets, se le permettre parce qu'on dirait que la culture, on se promène dans la rue. Oui, mais ils sont aussi plus nombreux. Le problème aussi, c'est pas de la faute du Québec, mais c'est petit, le Québec. On est 8 millions. Alors, évidemment, les phénomènes sont plus flagrants, là. Je veux dire, quand on va en France, on va commencer par la France, ils sont 65 millions. Alors, s'il y en a 10 millions qui s'habillent en pyjama là, dans la rue, il y en a 50... Au Québec, je veux dire, tout est plus évident. Aux États-Unis, il y a plus... Alors, évidemment... Mais pour se comparer peut-être aux pays scandinaves, ce que vous faisiez, il y a un souci. On voit une distance presque abyssale entre l'esthétisme actuel, le souci d'esthétique des pays scandinaves qui fait l'envie du monde entier. Là. Il y a des écoles d'architecture, il y a des écoles de pensée d'architecture. Oui, mais nous aussi, on était comme ça. On était comme ça dans les années 50, 60, 70. Il y avait vraiment des efforts. Et c'est important l'esthétique, là. C'est pas l'esthétisme, c'est pas juste un truc snob et superficiel. La beauté, c'est important. Là, au Québec, j'ai pas l'impression que c'est pas très important, ça, c'est sûr. Il nous reste les paysages quand on les abîme pas, là, mais
Oui, ben là, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais... On parlait justement de cette nécessité de cultiver la honte collectivement pour être fier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté sans honte, mais la manière un peu la plus actuellement, ce que vous dénotez, puisque vous souffrez, vraisemblablement, cette souffrance-là dénote que ce que vous percevez à l'heure actuelle, c'est plus de la honte, donc peu de raisons d'être fier. Mais comment, à partir de ce constat de l'incapacité des Québécois à être fiers et à avoir honte, d'où viendra la solution? D'où doit-on partir pour arriver à cultiver ces deux sentiments et pouvoir les vivre ensemble encore aujourd'hui? Moi, je vous dirais, j'allais dire, j'ai pas de solution, mais j'en ai une solution, c'est l'indépendance du Québec. Je pense qu'à partir du moment où on se réunit, on commence à réfléchir à notre sort politique. Déjà, on sort de l'insignifiance et de la médiocrité. Et là, je pense que depuis le référendum de 95, il y a un refus de la réflexion. Si les Québécois veulent rester dans le Canada et être une province du Canada, très bien. C'est une réflexion, c'est un choix, c'est une décision. Là, il n'y a rien qui se passe. C'est l'inertie intellectuelle, la fainéantise intellectuelle. On n'a aucune espèce de réflexion. D'où ça vient, ça? Parce que je pense que 95, c'est un traumatisme. Là. Le mot traumatisme, c'est un peu galvaudé. Là, tout le monde l'emploie pour tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas aussi une incapacité par une espèce d'égalitarisme au Québec, une capacité de cultiver la nécessité d'avoir des élites qui discutent entre elles et qui, un peu, entre guillemets, guident le peuple par leurs conversations, par leurs débats, à la réflexion. Tous ne peuvent pas, ces élites-là, par exemple, les élites intellectuelles telles qu'on retrouve en France, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, payés pour réfléchir et avoir une culture comme ça, une culture de la hiérarchie pour prioriser les enjeux sociaux aussi. Oui, important. Vous avez raison, mais en même temps, aux États-Unis, en France, il y a une révolte contre les élites qui sont déconnectés. Alors on peut dire que c'est deux types. C'est-à-dire, je dirais pas non plus que, par exemple, Donald Trump et sa clique, entre guillemets, ne correspondent pas à aucune sorte d'élite. Il y a une élite. Oui. Donc, une élite financière. Oui, c'est ça. Donc, il y a le contre-pouvoir politique du discours politique, que ce soit pour défendre le système ou pour le contester, se passe dans les deux cas par les élites. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème au Québec au sens où il n'y a pas ces deux élites-là qui réussissent à discuter des choses qui sont véritablement importantes? Et ça, c'est dû à un égalitarisme rampant qui nous vient peut-être entre guillemets de la Révolution tranquille, là, peut-être avant aussi. Peut-être avant. Mais il y a quand même, c'est ce qu'il appelle, en fait, déjà, ce qu'on pourrait appeler l'élite, entre guillemets, au Québec, elle est très petite. Parce que, bon, on est 8 millions d'habitants, ou je sais pas combien on est maintenant, à peu près 8 millions, là, plus ou moins. Plus. Alors, ça fait pas beaucoup de gens, là, un pays de... Alors, les gens qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télévision, élite, c'est un bien grand mot des fois. C'est ça, exactement. Là, je vais pas me faire d'amis, mais il y en a une maudite gang, c'est des illettrés, là. Et quand ils le sont pas, ils jouent aux illettrés. Ils font semblant de rien savoir et d'avoir rien lu et d'avoir rien vu, et c'est une posture... C'est même pas une posture. C'est une manière d'être pour ne pas s'aliéner le peuple. Ou enfin pas se... Ouais. Donc, ils jouent... Ne pas contester ce dogme de l'égalitarisme. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas meilleur que vous. Au Québec, moi, j'ai un ami qui arrête pas de dire, au Québec, on tape toujours sur le clou qui dépasse. Alors, faut pas qu'il y ait de clou qui dépasse. Alors, les gens qui ont la parole à la radio, à la télévision, ils essaient d'être comme tout le monde. Il faut être comme tout le monde. Juste un petit peu au-dessus, là, parce qu'on a un petit peu plus d'éloquence, à peine. Alors... Donc, est-ce que l'élite est très petite et si, quand elle s'exprime, elle essaie de ne pas... De ne pas avoir l'air d'élite. C'est ça, de ne pas avoir l'air de l'élite. Donc, est-ce qu'il faut, d'une certaine façon, pour réformer, qu'il y en ait des gens qui assument ce rôle? Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais les gens certains nous entendraient aujourd'hui et diraient que ces eux-là, ils se prennent pour... se prennent pour d'autres, surtout moi, plus que vous. Moi, mais en même temps, il y a une partie il y a une élite qui essaie d'être comme le peuple, mais il y a une élite aussi qui est très moralisatrice, qui appartient à la gauche radicale. Là, faut pas se...
et qui fait la morale à tout le monde sur le racisme, le sexisme, etc. Toutes Qui a ces pris le relais des curés qui se sont cachés. Ouais, ça c'est ce que vous m'avez dit plus tôt, puis c'est ce que beaucoup de gens... Moi, je trouve que ces gens-là ne sont pas des relais des curés parce que les curés étaient lettrés et ces gens-là, c'est des illettrés. Alors, cette gauche radicale, elle n'a aucune culture et aucune lecture. Et ces gens-là font la morale. Et c'est... Alors, je pense qu'une partie de la révolte contre les élites est une révolte contre cette élite de gauche radicale. Je dis même pas de gauche, là, je précise de gauche radicale, parce qu'il y a des gens à gauche, moi je me considère comme quelqu'un de gauche, mais modéré, social-démocrate, enfin, il y a des gens à gauche qui sont pas, comment dire, des donneurs de leçons. Mais il y en a beaucoup au Québec. Et ils sont beaucoup dans les médias. Ils sont beaucoup dans les milieux culturels. C'est presque 100% mur à mur. Mur à mur, c'est ça, avec quelques exceptions, bien entendu. Vous en avez souffert personnellement comme auteur, Maxime Blanchard, de ce cloître de l'espèce de petite intelligentsia culturelle au Québec, notamment comme auteur, pour se faire publier, tout ça. Comment vous situez-vous? J'ai des éditeurs qui ont rejeté mon manuscrit. Bon, tous les éditeurs se font rejeter par les écrivains se font rejeter par les éditeurs. Là, c'est rien de nouveau, mais disons que moi, sans donner trop de détails, j'ai eu des expériences où on me disait, ben oui, vous êtes anti-woke, bon, alors que ces mots-là ne figurent même pas dans... Bon, ça, c'est pas important, mais on me trouve pas assez, je suis pas dans la doxa, je répète pas les thèmes de la bien-pensance. En même temps, je dis pas... En fait, le problème, c'est que dans mes livres, surtout dans le dernier, j'attaque beaucoup ce milieu-là. Parce que je trouve que c'est le problème. Moi, je trouve que la gauche radicale qui a émergé au Québec dans les 20 dernières années, elle a fait plus de mal au projet d'indépendance que les fédéralistes en 70 ans, quoi. Le fédéralisme, mettons, c'est 1960, parce que avant l'indépendance, c'est un peu une idée un peu abstraite, un peu marginale. Donc, en 65 ans, les fédéralismes ont fait moins de mal à l'indépendance que la gauche radicale qui a comme émergé vers les années 2000, là. Ces gens-là, c'est terrible ce qu'ils ont fait à l'indépendance, parce qu'ils lui posent plein de conditions sous des airs vertueux, en tout cas. Ils en font un projet moral. Oui, ils en font un projet moral. Puis l'indépendance, oui, mais sous condition, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Non, l'indépendance, c'est une aspiration à la liberté. Et l'indépendance ne se fera pas qu'à gauche. Elle va se faire avec tout le monde. Il va y avoir des gens de droite qui vont voter pour l'indépendance. Il va y avoir des gens du centre. Il va y avoir des gens de la gauche et de la gauche radicale. Et c'est la majorité. Alors, si on pense que l'indépendance, ça va être le 10% de gens qui votent pour la gauche radicale, ben là, non, ça va pas arriver. Il faut que les gens se reconnaissent dans un projet qui dépasse les clivages gauche-droite. Et même gauche-droite, c'est trop simpliste, là, mais gauche radicale et tout ça, bon. Alors oui, moi j'en ai beaucoup contre... je m'attaque au milieu culturel parce que c'est mon milieu. Moi, je suis un universitaire, j'ai venu dans le milieu universitaire, je suis écrivain. J'aime pas beaucoup employer ce terme-là parce que je trouve qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui doit avoir écrit 50 livres et moi, j'ai pas écrit 50 livres. Soyez fiers, Maxime Blanchard. Non, vous êtes écrivain. Non, mais je sais pas, c'est un peu pompeux dire je suis écrivain. En même temps, j'aime pas auteur parce que auteur, on est auteur de quelque chose, on n'est pas auteur tout seul, là. En tout cas... Mais disons que j'appartiens à ces milieux culturels et universitaires. Alors, c'est mon quotidien, c'est ce que je vis au quotidien. Alors, je sais de quoi je parle. Et comme disait Malraux, André Malraux avait une phrase dans L'Espoir, un de ses romans. Il fait dire à un personnage qui est un personnage intellectuel, cet intellectuel dit à propos des intellectuels, « Je suis de la même race et c'est avec ça que je les déteste. » Alors moi, j'appartiens à ce milieu culturel et j'appartiens au milieu universitaire et c'est avec ça que je les déteste. Parce que je vois ce que ces gens-là font, je vois leur vanité, je vois leur suffisance, je vois ces gens qui se prennent pour des génies, qui se sentent supérieurs, qui méprisent tout le monde et je trouve ça insupportable. Alors, je parle d'eux dans mon texte. Et ça, je pense que dans La Mère Patrie, c'est ce qui a choqué les gens qui appartiennent au milieu culturel montréalais parce que c'est concentré à Montréal. Il y en a un petit peu à Québec, mais c'est beaucoup à Montréal, dans les arrondissements centraux de Montréal. Ce qu'ils aiment pas, c'est qu'on les critique, eux, ces gens-là. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut des white trash québécois, ça passe. On peut dire tout ce qu'on veut des banlieues de Montréal, des banlieues de Québec, de la droite de Québec.
des bouseux des régions. Là, c'est parce que c'est pas mon expression, c'est eux qui disent ça. Mais il faut rien dire sur le milieu culturel montréalais, sur lequel on doit qui devrait lui aussi faire l'objet de critiques. Oui, c'est ça. Il ne faut pas épargner personne. Il faut épargner personne. Une culture disons, mature, capable d'autocritique, de rire d'elle-même, ça fait partie justement de il faut des frapper solutions. sur tout le monde. En tout cas, dans mon texte, La mère patrie, je pense que dans le Québec n'existe pas, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, des critiques des gens, par exemple, des éditeurs me disent « Vous frappez sur tout le monde » et quand ils vous disent ça, vous frappez sur tout le monde et c'est insupportable. Ce que ça veut dire, c'est que vous frappez sur nous, du milieu culturel. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est lèse-majesté. C'est ça. Ouais. Maxime Blanchard, on était réunis aujourd'hui toute la journée. Merci de vous être prêté à cet exercice. Merci de m'avoir invité. C'était très flatteur de me faire filmer partout dans les rues de New York. C'est un reportage ça fait partie de la série Le Montage qui sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube de Libre Média. C'est vraiment une joie. Donc, on va pouvoir vous entendre réfléchir dans les rues de New York sur cette condition québécoise. Et dans ce contexte-là, vous avez même écrit un texte unique, là, vraiment juste pour cette œuvre qui sera diffusée. Et donc, nos auditeurs pourront bientôt la regarder. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vous êtes prêté au jeu. Et peut-être, qu'est-ce qu'on peut... On vient de commencer, on est encore au début de 2025, encore au mois de janvier. On peut vous souhaiter la bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025, Maxime Vive Blanchard? le Québec libre, c'est ce que je vais te dire. Je sais que l'indépendance ne pourra pas arriver parce que c'est pas le bon gouvernement qui est au pouvoir, mais vive le Québec libre. C'est ce que je terminerai avec ça. Très bien. Maxime Blanchard, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre invitation, Francis. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.